Bonjour chers amis et bienvenue dans un nouvel épisode de Fringal Cœur en compagnie de nos fidèles chroniqueurs et en compagnie de nouveaux coureurs dont on va vous parler, de nouveaux coups de cœur. Donc le calendrier de l'Avent vidéo continue et ça me fait plaisir d'en parler avec l'un de nos rédacteurs, Mathieu, donc qui vous faites également, on va pouvoir en parler là en début d'émission, on veut commencer par ça, pour ceux qui ne suivent pas forcément Radio Fringale sur les réseaux, un calendrier de l'Avent avec la rédac sur les réseaux, donc avec des petites fiches sur des coureurs que je trouve très sympathiques d'ici là. On a vu des magnifiques coureurs, on a vu du Peter Velits, on a vu, voilà, là, j'en sors quelques-uns que j'en ai souvenu. Comment ça se passe, ce calendrier de l'Avent avec la rédac? Tout d'abord, salut Nico. J'espère que ça va la forme. Ce calendrier de l'Avent, en fait, c'est marrant. Je l'ai eu comme idée au dernier moment. Et puis, je me suis dit, en fait, c'est toujours sympa. Je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait être sympa pour nos lecteurs et lectrices de penser au passé d'une manière un peu fun. Et puis je me suis dit, bah oui, un calendrier de l'Avent avec des petites papillotes, des petits bonbons, des petits chocolats, ces coureurs qui n'étaient pas des immenses champions, mais qui ont quand même fait une sacrée carrière. Hein. T'as cité Peter Velits, qui a déjà quand même une belle carrière. Hein. Cette Vuelta absolument ubuesque. Je suis allé chercher loin. Voilà, ça parle. J'essaye de parler à toutes les générations au 21e siècle. Hein. Donc forcément, moi, il y a la mienne avec Alexander Foliforov et ce Giro complètement Ah oui. lunaire, des Maxime Montfort, coureur exceptionnel sur Grand Tour. Pour moi, c'était un des meilleurs équipiers, clairement, au 21e siècle. Des Sébastien Langeveld, des Tanel Kanger, on essaye d'un peu d'explorer aussi toute la planète, sans forcément raconter la carrière, une ou deux anecdotes comme hier, ce 9 décembre, le petit Yarlinson Pantano qui nous aura marqué sur le Tour de France 2016. Voilà, des coureurs qui nous font rire, qui nous font sourire, où on aime se souvenir d'eux, parce que voilà, c'était pas des grands champions, mais ils se sont fait remarquer quand même dans le peloton. Alors, pour le coup, aujourd'hui, on va parler d'un grand champion et de quelqu'un qui n'est pas forcément le coureur le plus connu sur les réseaux, même au sein de la génération qu'il a vu courir, c'est-à-dire la mienne, celle de Titien ou celle de certains trentenaires ou proches de la trentaine, on va dire, dont quand on était adolescent, quand on était jeune suiveur, Samuel Sanchez crevait l'écran, en tout cas au niveau des résultats. On va en parler durant sa carrière. Il y a eu des hauts, des bas, hein, comme beaucoup de coureurs que vous voyez dans ce format. Mais du tout un coureur de ta génération, pour le coup, parce que tu étais un peu jeune, un peu petit, au moment où Samuel Sanchez faisait ses exploits sur les routes. Alors, la première question que j'ai, c'est comment est-ce que toi, tu as connu ce coureur? Comment t'es venu l'idée de proposer Samuel Sanchez pour cette émission? Voilà, quel est un peu ton premier souvenir, et comme ça après on va parler plus en avant du coureur et de sa carrière et de ses hauts et de ses bas. Mais voilà, première question, pourquoi un choix comme ça pour un coureur que tu n'as pas vraiment vu en direct? Ouais, c'est vrai que tu le soulignes, effectivement. Moi, j'étais vraiment jeune, hein, pendant la plupart de sa carrière, hein, clairement. Mais moi, c'est un coureur qui m'a marqué. Tout d'abord, on en reparlera parce que c'était la figure de proue de l'équipe Euskaltel et Euskadi. J'ai un affect avec le Pays Basque et cette équipe j'arriverai jamais finalement à complètement l'expliquer, mais c'est dingue. Et moi, mon tout premier souvenir de Samuel Sanchez, alors je suis tout petit. Je suis en vacances au Portugal en famille, et cette année-là, il y a les Jeux Olympiques de Pékin. Et moi, c'est à partir de là vraiment que je commençais à regarder un petit peu tous les sports. Et pourtant, j'étais tout jeune. Et c'est en Chine, donc il est très très tôt le matin. Hein. Je sais même plus il est quelle heure pour te dire. Et puis, Ben, on regardait la course aussi, hein, tu penses bien. moi, je regarde ça avec mes yeux de gosse de 6 ans, et voilà, c'est mon tout premier souvenir. Hein, voilà, c'est ce titre olympique de Samuel Sanchez, et de quelle manière, clairement, on en reparlera. Et puis, mon deuxième grand souvenir, je suis quand même un petit peu plus grand. C'est ce Tour de France. Alors, il y a le Tour de France 2010, clairement, mais il y a ce Tour de France 2011.
moi qui m'a particulièrement marqué. Là, je suis un petit peu plus grand et je commence vraiment à suivre le vélo à fond. Et puis, ce qui a clairement accentué mon amour à jamais pour ce coureur-là, c'est sa saison 2013, c'est la dernière des Euskaltel. Voilà, il y avait quelque chose de mélo-romantique avec ce coureur. Et pourquoi je l'ai choisi? Parce que voilà, c'est le plus asturien le plus basque des Asturiens. On va dire ça comme ça, le basque C'est d'adoption. ça. Parce que c'est un coureur espagnol et que j'ai toujours eu un affect avec les coureurs espagnols. J'avais d'autres noms en tête, dont un peut-être dont on reparlera, mais j'avais hésité aussi avec Mikel Ah oui. Landa, mais entre Samuel Sanchez et Mikel Landa, bah, je préfère quand même Samuel Sanchez. Voilà, ces grimpeurs espagnols, moi, ça m'a toujours fait rêver. C'est un héritage familial, je pense aussi, parce que moi, j'avais le récit de ces coureurs espagnols, hein, les Jiménez, les Bahamontes, hein, donc on remonte on remonte à loin quand même, mais voilà, c'est pour ça que je l'ai choisi, ce grimpeur espagnol qui avait tant de Bah, qualité. Et puis, tu vois, c'est un grand champion, mais qui finalement, on pourra en reparler tout au long de cette émission, est-ce qu'il a vraiment le palmarès qu'il aurait dû avoir? Bah, ça aussi, ça a renforcé mon amour pour Samu. Oui, alors première justement, un basque d'adoption, mais né dans les Asturies à Oviedo. Oviedo, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est à quelques encablures, quelques kilomètres du pied de l'Angliru. La fameuse ascension extrêmement difficile, l'une des plus difficiles d'Europe et certainement la plus difficile d'Espagne, en tout cas pour les ascensions, on va dire, les plus connues, hein. Un enfant des montagnes du nord-ouest espagnol, entre la Galice et le Pays Basque, donc dans ce massif des Asturies, et qui a donc été très vite adopté par cette équipe basque mythique des années 2000, Euskaltel-Euskadi. Et on peut le dire, on va commencer par ça avec Samuel Sanchez, une montée en puissance au sein de cette équipe Euskaltel, à partir donc il fait ses premières années, ses premières armes, hein, un peu voilà comme stagiaire, et il y a déjà des très bons résultats à partir de 2003-2004, mais c'est vraiment à partir de la saison 2006 explose au niveau des résultats et qu'il devient un des meilleurs coureurs du monde. Et avec un style bien particulier, typique de ces coureurs espagnols, c'est-à-dire pas forcément très grand, taille correcte, mais à 1m75, 65 kg, et un profil particulier parce qu'il peut briller. On va commencer par son profil avant de passer sa carrière en revue avec certains points dont on va reparler. Mais Matt, un profil assez particulier et typique des Espagnols de ces années-là, c'est-à-dire à la fois capable de briller sur les courses par étapes avec ses qualités bien sûr de grimpeur et d'endurance, mais en même temps capable de faire des coups sur des courses d'un jour et sur des classiques, alors notamment les classiques ardennaises, mais également d'autres classiques de l'époque, comme tu as cité le championnat la course d'un jour, mais tu as cité le championnat olympique, mais également le Grand Prix de Zurich ou d'autres classiques un peu partout en Europe. Assez typique des Espagnols de ces années-là, puisque dans sa génération, on a également des Alberto Contador et surtout un Joaquim Rodriguez, à qui il va souvent être comparé avec un succès avec des succès un peu différents pour les deux, mais un profil justement de puncher grimpeur assez typique des Espagnols de ces années-là et assez recherché à l'époque et qui fonctionnait bien. Ouais, tout à fait. Il fait partie de cette génération-là espagnole, bah, révolutionnaire par le profil, hein. Il fait partie c'est simple, hein, dès ses rangs cadets, il court avec Benjamin Noval, Alejandro Valverde et Joaquim Rodriguez. Donc ça place un peu la génération et ils arrivent tous en bombe. Et effectivement, tu fais bien. C'est un classic man, hein, dans ses premières années. D'ailleurs, son tout premier résultat, bah, ça va peut-être en faire sourire certains, mais sur Trobon au Léon quand même. C'est ça qui est, C'est ce que j'allais dire, c'est ça qui est 2000, assez fou. c'est C'est son son seul gros résultat résultat. dans Il sa très a jeune carrière. 21 ans à ce moment-là, ce qui est très très jeune, hein. Il faut resituer par rapport à l'époque. Être professionnel à Oui. 21 ans et performer sur des courses aussi difficiles, parce que Trobon-Léon, ça a toujours été quand même une sacrée course, hein. Il faut le faire, hein, quand même, déjà, à ce moment-là. Et c'est effectivement très très bon grimpeur, que ce soit dans les longues ascensions, dans les courtes ascensions qui sont très punchy, donc un peu à la Vuelta.
si j'ai envie de dire. Les courses d'un jour, très tôt, il se révèle, hein, comme on l'a dit. Et puis, en tout cas, dans sa grande première partie de carrière, c'est quand même un sacré bon rouleur. Ça, je trouve, le différencier de certains autres Espagnols. Alors évidemment, il y en avait un qui était au-dessus des autres. Rodriguez. Voilà, Alberto Contador était au-dessus des autres en chrono. Mais comparé à la génération avec laquelle il arrive, les David Echevarria, les Goy Martinez, les Iban Mayo, bah ça, c'était des rouleurs un peu pipins. Bah lui, il était vraiment bon rouleur quand même sur ses jeunes années. Et en fait, c'était un tout-terrain dans ces jeunes années avant de prendre rapidement quand même prendre du galon. Et c'est ça qui était fort avec Samuel Sanchez, c'est que sur chaque course, il pouvait être un outsider. Il n'y avait pas, tu sais, de ce type de coureur où on se dit alors oui, sur les courses d'une semaine il va être là, mais les classiques c'est impossible, un peu comme un Jonas Vingegaard aujourd'hui. Samuel Sanchez, il fallait s'attendre à lui tout le temps, tout le temps, tout le temps. Est-ce que la meilleure comparaison au niveau des coureurs, Mathieu, au niveau du style, même si alors c'est pas du tout la même carrière et les hauts, les bas sont pas du tout les mêmes, la longueur de la carrière non plus, même si Samuel Sanchez a une belle carrière, est-ce que la meilleure comparaison au niveau du profil de coureur, est-ce que c'est pas un Alejandro Valverde de la même génération? Ouais, ça s'y ressemble tout à fait, hein. Et puis, bah d'ailleurs, leur plus belle passe d'armes, c'est un peu entre les deux, hein. Donc ça y ressemble un petit peu. Euh, je trouve peut-être Sanchez un petit peu peut-être meilleur rouleur qu'un Valverde, sauf Valverde dans ses Mais moins bon meilleures puncher. années, mais moins bon puncher. Dans les très forts pourcentages quand même, Valverde, c'était ouais, c'est pas pour rien qu'il a 4 lièges bastogne-liège, Mais hein, il le tenait bien en montagne, comme tu l'as dit, sur des cols un peu plus longs, il le tenait Ouais, bien par contre. Ça, il c'est il clair le tenait que. bien, mais la comparaison est intéressante. Alors évidemment, moi j'en ai d'autres, mais par exemple, tu vois, toute cette génération espagnole qui arrivait après dans les années 2010, qui essayait un petit peu de toucher à tout, alors à moindre niveau, mais les Castroviejo, les Omar Fraile, ce genre de coureurs-là, pour moi, c'est des descendants des Samuel Sanchez, les Mika Nieve par exemple. C'est des coureurs qui essayaient un petit peu de toucher à tout. Ouais, c'est clair. Et dès la saison 2003, on va revenir un peu sur le fil de sa carrière, il commence à prendre du galon au sein de cette équipe Euskaltel qui sent qu'elle possède un vrai talent, donc dans cette génération un peu dorée avec les scandales et autres, hein, du cyclisme espagnol des années 2000. Donc il y aura toujours, pour moi, il y aura toujours une zone d'ombre sur les résultats parce que ça faisait partie de l'époque, et notamment du cyclisme espagnol, vu le nombre de coureurs qui ont pris tous les coureurs dont on a parlé, hein, là, Valverde, Contador et y compris Samuel Sanchez ont eu plus ou moins des affaires de suspension ou liées à des contrôles un peu olé olé, comme on aime bien dire, donc c'est vrai. Mais, et puis surtout, les équipes Euskaltel, on se souvient des affaires avec Iban Mayo et compagnie, donc faut se remettre dans l'époque. Et en 2003, c'est ça, la saison un peu où il perce au sein des résultats et au sein de cette équipe Euskaltel, puisque notamment dans ses hauts faits, il termine deuxième du Tour du Haut-Var, il termine sixième de Liège-Bastogne-Liège, sa première grande classique, et surtout, course très importante pour l'équipe Euskaltel, troisième du Tour du Pays Basque, et c'est un peu un résultat qui va lui donner pour la suite de sa carrière un peu une place de choix et de leader au sein de cette équipe Euskaltel dans lequel il va rester mine de rien 13 saisons puisqu'il va commencer donc en tant que néo-pro comme tu l'as dit à 21 ans dans les années 2000 et il va rester jusqu'à la fin de la saison 2013 dans cette équipe Euskaltel et donc ça va devenir l'un des symboles pendant plus d'une dizaine d'années de cette équipe dans laquelle il va prendre très vite du galon dès cette saison 2003. Ouais, clairement, 2003, c'est clairement l'année de passage. Il y a un élément qui est important, c'est en fait plus de l'extra sportif, c'est que à ce moment-là, lui, il est très très proche déjà d'Aymar Zubeldia, qui est un de ses meilleurs amis, qui l'est toujours actuellement, Quel taulier quoi. et qui est déjà en fait à ce moment-là un taulier du Tour de France, hein. On va le rappeler quand même, mais le Tour de France 2003 d'Aymar Zubeldia, C'est incroyable. c'est quand même quelque chose. Le Tour de France 2003 en général, hein, d'ailleurs de Euskaltel Quatrième, hein. même. Ouais, voilà, c'est quand même assez exceptionnel. Et Aymar Zubeldia, en fait, il le prend sous son aile parce que Sanchez, il connaît un début de carrière assez compliqué en fait. Il y a cette saison 2001 où il se révèle, sauf que derrière lui, il a des problèmes familiaux. Voilà, il y a le décès de sa maman, il a des problèmes physiques
Et il y a plusieurs interviews. Moi, je sais que j'avais découvert ça des années après, et j'étais allé un petit peu fouiller. Il est pas loin d'arrêter sa carrière à ce moment-là, alors que c'est un crack absolu. Et c'est Aimar Zubeldia qui le prend vraiment sous son aile. Et c'est comme ça que vraiment, à partir de 2002, déjà, il revient un petit peu sur le devant de la scène, mais plus en tant qu'équipier. Et en 2003, oui, il se fait sa place. Et puis, Euskaltel, ça finit mal sur les dernières années, mais il faut rappeler l'effectif de malade mental qu'ils ont sur ces années-là. Il y a des grimpeurs, en veux-tu, en voilà. Et puis, il y a que des grimpeurs Roberto de Laizeka, classe ça mondiale. c'est bon Roberto ça. Laiseka, des Echebarria, des Iban Mayo. Enfin, Egoy Martinez, cette année-là, il ravage le Tour de l'Avenir. Enfin, Tout à c'est fait. absolument n'importe quoi. Et ce Tour Très oublié, hein. Moi, je du l'avais Pays suivi à Basque, l'époque, hein. ah oui, bah grand espoir. Goy Et Martinez. ce Tour du Pays Basque, il est incroyable parce que il y a une étape qui, moi, je trouve, c'est vraiment la première où là, il commence à comprendre qu'il peut être leader. C'est la dernière étape le matin, donc où vraiment Valverde, il est un peu confortablement leader, hein. À ce moment-là, Valverde en 2003, ça commence vraiment à être quelque chose, hein. Déjà à ce moment-là. Et dans la dernière étape, il fait une alliance avec Iban Mayo et ils font absolument tout péter dans la dernière étape. C'est absolument exceptionnel. C'est à ce moment-là qu'il peut potentiellement prendre sa première grande victoire. Il la laisse à Iban Mayo parce qu'Iban Mayo va chercher le classement général Général, ouais. de cette épreuve-là. Mais là, on comprend déjà que dans les esprits, enfin, on parle d'Iban Mayo qui gagne, hein, sur le Tour de France 2003 au sommet de l'Alpe d'Huez cette année-là, quelques mois plus tard. Donc Samuel Sanchez, à ce moment-là, bah voilà, il se dit vraiment, bah moi j'ai peut-être quelque chose à faire quand même. Et puis, ouais, cette sixième place de Liège-Bastogne-Liège, elle est importante, mais tu vois, moi sur cette année 2003, le premier gros résultat, parce qu'il y a un storytelling qui va avec, c'est vraiment cette deuxième place sur l'avant-dernière étape du Tour du Pays Basque et ce podium, hein. Et puis oui, effectivement, c'est hyper important pour l'équipe. Et on le voit derrière, je me permets d'enchaîner, mais sa saison 2004, on sent que quand même, c'est déjà plus le même coureur, et puis que là, il fait partie déjà des 30 meilleurs coureurs de la planète, où déjà, il y a... Moi, évidemment, j'ai pas connu ça, mais je sais que c'était très important aussi pour Euskaltel, l'escalade de Montjuic, qui était une épreuve quand même très très importante, qui déglingue, clairement, il défonce absolument tout le monde. Et puis, il fait quand même une campagne d'Ardennes qui est quand même solide, quatrième à Liège, 12e sur la Flèche. Là, tu vois, on sent déjà que il monte en puissance à partir de ce moment-là. Et puis, quand tu regardes son calendrier, comme on disait, il touche à tout. Il fait des grands tours, il fait des épreuves de la Coupe du Monde, il fait un bout de Flandrienne, d'Ardennes, il fait Milan-San Remo. Tu vois, c'est ça qui est marrant avec ce coureur, c'est que il était outsider partout et dès son plus jeune âge. J'ai regardé pour, parce qu'on va continuer à parler d'évoquer Samuel Sanchez, mais j'ai regardé pour aller voir le classement général du Tour du Pays Basque 2003, donc remporté par Iban Mayo. Je crois que c'est la plus belle liste de chaudières que j'ai jamais vue de ma vie. Donc je vous la lis, hein, comme ça vous pouvez vous rendre compte. Donc Samuel Sanchez termine troisième de cette épreuve à 23 secondes de son leader Iban Mayo. En deuxième place, il y a Tyler Hamilton. En quatrième place, il y a Dario Frigo. En cinquième place, il y a Alejandro Valverde. En septième, Michael Rasmussen. En dixième, Alexandre Vinokourov. Et en quatorzième, Leonardo Piepoli. Ouais, celle-là, elle est pas mal. Mais moi, mon préféré, Ah ouais, ça reste elle est Tyler exceptionnelle. Hamilton qui a fait l'Alpe d'Huez avec une clavicule Une fissurée. clavicule pétée. Et pour avoir eu moi-même une clavicule cassée, je trouve ça tout simplement exceptionnel. Essayer de se mettre en danseuse. Non mais voilà, faut aussi rappeler le contexte dans lequel a évolué au début de sa carrière Samuel Ah, Sanchez, parce qu'après, c'est un il a montré qu'il marécage va être bon rempli sur de piranhas à ce moment-là, le cyclisme, hein. Pour s'imposer, il faut usiter de moyens un peu compliqués. Et lui va passer un peu entre les gouttes, comme tu l'as dit, et va commencer à progresser jusqu'à, et là on peut commencer à partir des saisons de l'explosion, enfin l'explosion on a déjà parlé, mais vraiment de la confirmation au plus haut niveau et de ses premières très grandes victoires, donc c'est à partir de la saison 2005, donc il a 27 ans, il arrive dans ses meilleures années à ce moment-là, justement après un début de carrière compliqué, et là surtout, en plus des résultats habituels, il va terminer dixième du Tour d'Espagne, donc premier top 10 en Grand Tour, un Tour d'Espagne qui va particulièrement affectionner puisqu'il va y participer pas moins de 9 fois.
à la Vuelta, ça commence à devenir très sérieux. Et puis surtout, cette victoire lors de la 13e étape, raconte-nous un peu ça, Matt. Première Ah, victoire en grand tour, et quelle victoire. euh, saison de la confirmation, en plus de résultats habituels, hein, bien placé dans la classique San Sebastian et au championnat de Zurich, deuxième du Tour des Asturies, de nouveau vainqueur pour la deuxième année de suite de l'Escalade de Montjuic. Voilà, mais disons, parle-nous surtout de cette victoire au Tour d'Espagne qui le met vraiment sur la carte simplement des meilleurs coureurs en grand tour de cette époque. C'est ça. Alors, pourtant, ce qui est marrant avec 2005, c'est que ça commence pas bien. Et pourtant, il finit 2004 bien, hein, on l'a dit, il remporte l'escalade de Oui, Montjuic. oui. Il finit premier coureur Euskaltel de la Volta. Il fait un mauvais Giro. Clairement, il fait un mauvais Giro. Il Ça se se rate passe pas. complètement, oui. Ça se passe pas très bien. Et la Vuelta, ça commence pas bien aussi, hein. Ça commence pas très très bien. Il y a quelques accessites, mais il est loin en général. Et puis il y a cette étape la 13e entre Burgos et la Biena Aparecida. Et l'étape, la première victoire en grand tour de Sanchez, elle est à mourir de rire. Pour ceux qui C'est pour ça qu'il faut visualisent, que tu la racontes. voilà, pour ceux qui Vas-y. visualisent un petit peu ce qui s'est passé entre Tobias Haaland, Johannessen et Lenny Martinez sur la Classic VAR il y a bientôt 2 ans, c'est à peu près le même scénario, mais vraiment c'est absolument exceptionnel. Si on mélangeait ça un petit peu à ce qui s'est passé sur le Tour d'Algarve en début d'année 2025, c'est-à-dire Alors vas-y, raconte. on a Camilo Ardila qui est donc il y a un trio clairement il y a un quatuor qui va se disputer la victoire en haut de l'ascension, ce petit mur en haut du sanctuaire de la bien apparue. Donc on a Samuel Sanchez, Oscar Pereiro, hein, qui, rappelons-le, Notre avis? l'année d'après gagnera le Tour de France. Mauricio Alberto Ardila, je ne sais pas pourquoi je l'ai appelé Camilo, et Oscar Sevilla. Oscar Sevilla qui, 2 ans avant, avait été meilleur jeune du Tour. Quoique, je ne sais plus si c'est en 2000 ou en 2003, j'ai un petit doute. Mais bref, on a que 2000, des... 2000, 2000. 2000. On a que des grands noms, hein. Clairement, on a quatre grands noms. Et on a Ardila, le Colombien parmi les quatre Espagnols, bah, qui clairement est le plus fort et qui semble remporter la victoire. Sauf qu'en fait non, parce que ce cher monsieur se trompe de parcours, se trompe de ligne d'arrivée, et tout simplement Prends pas le il bon virage. rage, il rate le virage, et il rage tout seul, en plus il s'énerve sur son vélo, et il y a Samuel Sanchez qui, emmené par Pereo, en plus, qui fait le taf pour lui dans le final, enfin clairement il le déboîte, et il va s'offrir en petit filou une très très jolie victoire, mais il faut aller regarder cette victoire. Moi, je m'en souvenais de tête Il doit jamais la gagner, hein. et voilà, il doit jamais la gagner parce que clairement, alors c'est pas le moins fort des quatre parce que Oscar Sevilla est quand même un petit peu largué derrière, mais c'est le moins fort des trois. Et c'est fou parce que Ardila se trompe de parcours et Pereiro l'emmène. C'est absolument magnifique. Et là, c'est la première grande victoire de Samuel Sanchez et de quelle manière, en mi-baroudeur, mi-filou. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'à Madrid, il est pas loin de nous refaire le coup sur la 21e étape parce que je sais pas Ah ce oui. qu'il vient faire là, mais il essaye de se planquer à moitié dans les sprinters et tu vois à un moment, il se met à moitié entre Petacchi et Eric Zabel. Est-ce que j'ai besoin de rappeler le gabarit de Samuel Sanchez face à Alessandro Petacchi et Eric Zabel? Et ce qui est assez magnifique, c'est qu'il finit quatrième de cette étape-là. Alors les sprints sur la Vuelta, on les connaît, mais cette Vuelta-là de Samuel Sanchez, elle est absolument légendaire parce que c'est dommage parce qu'il passe pas loin d'une deuxième victoire à Valgrande Pajares. Bon, malheureusement pas possible parce que Roberto Heras était quasi intouchable, mais quelle victoire, mais quelle victoire, c'est un petit filou et on comprend qu'il exploite parfaitement un petit peu ce côté vicieux, mais tu sais, un petit peu malin. Et on va le voir, mais dans la suite de sa carrière, ça va lui servir plus qu'autre chose en fait, cette victoire. Mais si vous pouvez, et je sais que tu seras d'accord avec moi, allez voir ce final d'étape. Je sais que c'est disponible sur Twitter /X et sur YouTube. C'est à mourir de rire, franchement, parce que Ardila qui tape sur son vélo en s'énervant contre Pereiro qui emmène Sanchez, c'est exceptionnel. Donc on rappelle, hein, la source, hein, 13e étape de la Vuelta 2005, si vous voulez voir ce que vient de raconter Matt.
Voilà, vous pouvez aller voir 13e étape de la Vuelta 2005. Et d'ailleurs, vu qu'on va parler, on va ouvrir le chapitre Grand Tour, puisque ça va occuper une bonne partie de la deuxième partie de sa carrière, la partie où il a eu le plus de succès là, durant les 6-7 prochaines années, saisons de sa carrière. Il va commencer une belle histoire d'amour avec le Tour d'Espagne, ce qui n'a pas forcément toujours été le cas ni avec le Tour de France, alors et encore moins avec le Giro, puisque Tour d'Espagne, quand même une stat assez intéressante, c'est qu'il va participer au Vuelta 2000, bon, la première en 2004 pour un peu se faire les dents et découvrir son premier grand tour, et il finit 15e, mais depuis, entre 2005 et 2014, il va participer à 6 Vueltas, donc 2005, 2006, 2007, 2009, 2013 et 2014, et il ne va plus jamais sortir du top 10 du classement général. Il ne va pas abandonner, il ne va pas sortir, voilà, comme sur le Tour de France. Le Tour de France, on sait il a connu des très beaux succès, mais aussi des abandons, donc un peu des hauts et des hauts et des bas. Alors que sur le Tour d'Espagne, ça va pratiquement, à quelques exceptions près, on va en reparler, être que des hauts. Et finalement, Matt, est-ce que au niveau, puisqu'on va parler après de la suite de sa carrière, notamment sur le Grand Tour, mais au niveau de ses profils de course, est-ce que c'est pas finalement la Vuelta qui lui allait le mieux comme course par étape de 3 semaines par rapport au Giro, au Tour de France, qui correspondait un peu moins à ses qualités, même si on sait que sur le Tour de France il y a eu des beaux succès, mais quand même ce Tour d'Espagne lui allait particulièrement bien et il va particulièrement bien lui rendre vu les résultats durant les 10 prochaines années de sa carrière. Ah bah tout à fait, surtout que au moment où il commence vraiment à performer de manière excellente sur les grands tours et en particulier le Tour de France, en fait c'est là où il prend un virage dans sa carrière où il devient plus grimpeur que rouleur. Mhm. Et c'est pour ça que la Volta lui correspondait si bien. Le Giro, on le sait, alors surtout le Giro avec les étapes dantesques, les très longs cols, les longs chronos, c'était pas trop, c'était un peu hors propos pour Samuel Sanchez avec le profil de la seconde partie de sa carrière. Ce qui est assez fort à mentionner, c'est qu'effectivement la Volta lui correspondait bien. Et sur cette incroyable stat entre 2006 et 2011, où il fait une série de 6 grands tours avec 6 top 10, c'est qu'en fait, sur chaque grand tour, il joue la gagne, soit pour le classement général, soit pour les victoires d'étape. C'est pas, tu sais, le gars qui finit septième Ou des parce classements qu'il annexes. parce qu'il prend, une échappée et il reprend 12 minutes. Ouais. Tu vois, il joue toujours la gagne de victoire d'étape. Et puis, même sur un tour dont on reparlera, il joue la gagne d'un classement annexe, effectivement. Donc c'est quand même assez fort. C'est pas un coureur qui est fantomatique, qui est anecdotiquement huitième, comme on en voit trop souvent ces dernières années. C'est un mec qui, un peu comme Contador, tu vois, il s'en foutait de finir deuxième ou troisième. Le plus important, c'était de tout donner pour aller chercher le bouquet et, si possible, la meilleure place possible. Et il le dit lui-même d'ailleurs. D'ailleurs, ben, au niveau statistique pur, hein, sur une carrière de pratiquement 17 saisons, on y reviendra, avec, on a dit, un peu des déboires en début de sa carrière sur certaines saisons. 34 victoires professionnelles, en tout cas d'après le site Pro Cycling Stats, comment il compte les différents succès et bouquets obtenus, hein, avec les classements annexes, les victoires d'étape, les victoires de classements généraux et tout. Donc 34 succès, ce qui est quand même pas mal. C'est une moyenne de deux succès par saison, mais on sait qu'il y a des saisons qui sont plus remplies que d'autres. Et notamment, on va y revenir, puisque maintenant Samuel Sanchez est un coureur particulièrement bien établi. Et on va parler d'une course absolument lunaire dont tu as parlé en début de tour, puisque après on va évoquer le prochain chapitre qu'on va évoquer, c'est évidemment Samuel Sanchez sur le Tour de France et également de nouveau encore un petit peu sur la Vuelta. Mais avant ça, il y a cette course des championnats olympiques, donc course en ligne des championnats olympiques de Pékin. Euh, je l'ai regardé en direct, tu l'as regardé en direct, vous étiez beaucoup devant sur ce magnifique circuit de Pékin qui, quelque part, allait à pas mal de coureurs parce qu'il fallait être à la fois être assez endurant, à pouvoir avoir de la force, mais en même temps être bon tactiquement, pouvoir bien passer les bosses. Donc, quelque part, une course qui correspondait un peu aux qualités de Samuel Sanchez. Et donc, ben, Matt, raconte-nous cette course incroyable, puisque il y a un petit twist après, on va dire, pour Samuel Sanchez, puisque, ben, on peut le dire maintenant, sur tapis vert,
avec le déclassement du vainqueur. Samuel Sanchez, qui était médaille d'argent au moment de cette course, va se retrouver sur tapis vert, champion olympique 2008 de la course en ligne. Ouais, tout à fait. Alors, de mémoire, Rebin finit déjà deuxième hein, sur le sprint. Je crois que c'est Sanchez tout de suite qui est déclaré vainqueur. De mémoire, c'est Sanchez en 1, Cancellara en 2 et Kolobnev a posteriori en 3. Mais Mais ce qui est sur... très bizarre, c'est qu'il lève les bras, Rebellin. Oui, c'est ça qui est... Bah, les Italiens qui lèvent les bras un peu trop tôt, ça, on est finalement un petit peu habitué. Mais ce qui est assez dingue avec cette course, moi je le savais pas à l'époque. J'étais trop petit pour le savoir. Encore que je commençais déjà à être un peu un fanboy de Contador et Cancellara. Mais cette équipe espagnole, quand tu la regardes, à aucun moment Samuel Sanchez est censé être le leader déjà. Il faut déjà Absolument jamais. rappeler des bases. Il faut rappeler que l'équipe espagnole arrive avec 5 coureurs. C'est une armada de classe mondiale qui est difficilement égalable. On a Alberto Contador qui gagne le Tour d'Italie cette année-là. Oscar Freire, est-ce que j'ai besoin de rappeler qui est Oscar Freire? 3 fois champion du monde, multiple vainqueur de San Remo et j'en passe. Samuel Sanchez, qui à cette époque-là a 3 victoires sur la Vuelta, effectivement, et d'autres belles victoires. Carlos Astre, qui vient à peine tout juste de remporter le Tour de France. Et Alejandro Valverde, qui vient d'exploser Liège-Bastogne-Liège 2008 et qui est le numéro 1 mondial à ce moment-là. Donc Samuel Sanchez, à aucun moment, c'est censé être le leader de cette équipe. C'est ça qui est dingue. Mais cette course, en fait, moi je me rappelle, elle est dingue parce que déjà, je me souviens qu'il faisait très très chaud parce qu'il y avait des coureurs qui étaient en nage et il y a Oscar Freire dans cette course qui abandonne en fait assez rapidement. Et moi, je sais pas si tu te Il faisait souviens. très lourd. Il faisait très Il y lourd, avait des ouais. nuages et il faisait très C'était lourd, ouais, à ce moment-là. je me souviens du paysage qui était sensationnel. Hein. On était le long de la muraille de Chine. Et je me souviens, moi ça me faisait trop rire et ça me fait encore plus rire à l'époque de voir. C'était à moitié ok pour les oreillettes, mais pas trop. Et du coup, tous les mecs étaient au téléphone entre eux, vu que c'était un circuit. Et c'était absolument exceptionnel. Tu voyais les mecs se hurler dessus au téléphone. Et à un moment, tu as le directeur de l'équipe italienne qui vient mais hurler donc pour contextualiser avant que je raconte ça, on a une échappée et en fait l'équipe espagnole est quand même plus ou moins piégée. À ce moment-là, c'est un petit peu le bordel parce que on est sur en fait ceux qui sont devant, c'est Sastre qui n'est pas connu pour sa pointe de vitesse légendaire. Et en fait, on a Valverde et Sanchez qui sont un peu piégés derrière. Et du coup, là, on a le directeur de l'équipe d'Italie qui vient mais pousser une gueulante au téléphone au directeur de l'équipe d'Espagne pour qu'ils roulent ensemble. Et qu'est-ce qu'il fait le directeur de l'équipe d'Espagne? Il appelle le gars qui est directeur donc de la fédération du comité olympique espagnol, donc je sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça prend des mesures, et le mec en fait arrive je ne sais d'où du circuit, embarque dans une voiture, il rattrape à toute berzingue la voiture des Russes pour faire une alliance à trois. Et la morale de l'histoire, c'est que c'est assez exceptionnel puisque cette tactique va marcher. Cette tactique va marcher puisque les trois nations vont rouler ensemble avec le dénouement qu'on connaît. Et moi, c'est ça qui m'a fait attacher à ce coureur. C'est tu sais, ce côté naturel du vainqueur. C'est quand tu viens de comprendre tout de suite que tu viens de faire l'un des plus beaux exploits de ta carrière, que tu es en larmes. Et moi, c'est ces images-là dont je me rappelle. Voilà, cette édition, elle est tout simplement légendaire. Et alors, je sais pas s'il y a un biais nostalgique par là, mais tu vois, c'est l'édition des Jeux Olympiques qui m'a procuré le plus d'émotions et là où j'ai senti que c'était quand même une course de malade parce que je te laisse faire ça si tu veux, mais le plateau qu'on avait sur ces Jeux Olympiques, c'était mais du pur délire. Hein. Il y en avait des gars Oui. qui voulaient la médaille d'or quand même. Hein. Et il y a un coureur qui va notamment faire la course et qui va
permettre indirectement, hein, à Samuel Sanchez, parce qu'il fallait avoir les jambes, mais il y a un coureur par son attitude en course et par ce qu'il va essayer de mettre en place comme mouvement de course, notamment dans le final, qui va permettre justement à Samuel Sanchez de se retrouver en situation de effectivement sauter Davide Rebellin sur la ligne, qui sera après déclassé, médaille d'argent qui sera finalement attribuée à Fabian Cancellara troisième. C'est Andy Schleck, le luxembourgeois, Tout à fait. qui vraiment sur la pente ascendante. Je parle d'Andy Schleck parce qu'on en reparlera justement dans les prochains Tours de France, puisque ce sera un acteur majeur de ces Tours de France au même titre que notre sujet du jour, Samuel Sanchez. Mais il faut savoir que moi j'ai un souvenir d'Andy Schleck qui met la pression dans chaque ascension avec plusieurs attaques pour se débarrasser de coureurs punchers plus rapides que lui, notamment comme Samuel Sanchez et Davide Rebellin. Il n'arrive pas à les détacher parce que les cols sont pas suffisamment difficiles, mais pas suffisamment longs. Mais Schleck très endurant comme on le connaît, et met vraiment le boxon dans la course pour faire péter un à un quasiment tous les concurrents. Sauf quelques-uns qui vont revenir, notamment après Fabian Cancellara qui va revenir dans la descente après, en compagnie d'autres coureurs. On a ce jour-là également, voilà, il y a un plateau assez incroyable pour l'époque. Tu as parlé de l'équipe d'Espagne. Parlons également de l'équipe d'Australie, hein, avec beaucoup d'acteurs très importants de cette course, comme Michael Rogers, le rouleur, ou Cadel Evans, qui va, on le sait, remporter le Tour de France quelques années plus tard. D'autres choses à ajouter sur cette course, avec évidemment l'équipe d'Italie, comme à l'époque, hein, chaque fois, hein, Bettini, Rebellin et compagnie. Quelque chose d'autre à ajouter sur cette course des Jeux Olympiques, Matt, ou on peut passer à la suite? Non, moi je retiens des paroles qui m'ont marqué à vie où il fait une petite référence à un de ses meilleurs amis où en fait juste après avoir remporté le titre, il dit directement Es justo un sueño, donc juste un rêve. Et ça, c'est une référence directe à Fernando Alonso et qui est l'un de ses meilleurs amis, hein, c'est toujours son meilleur ami. Et d'ailleurs, on n'a pas peut-être fini de reparler de lui dans cette émission. Parce que ouais, c'est ça, tu vois, le lien entre différents sports et ce côté fraternité espagnole. Et oui, t'as bien fait de souligner le travail d'Andy Schleck dans la défense, dans la descente, pardon, et la descente d'un Samuel Sanchez qui, je ne sais pas comment j'ai pu omettre ça, mais les qualités de descendeur de Samuel Sanchez, on est Très peut-être sur sous-estimé. l'un des meilleurs descendeurs du siècle. Je vous invite à aller voir ses victoires sur la Vuelta 2006, les numéros de soliste qu'il fait en descente avec 8 secondes d'avance contre 80 mecs qui sont lancés derrière lui, notamment cette victoire à Cuenca où on a littéralement tous les Oui, coéquipiers la Vuelta 2007. d'Eric Volta 2006 à Cuenca, je me souviens plus. Cette victoire. Si, c'est entre Guadalajara et Cuenca où on a. Oui, oui, 2006, victoire. Ouais. Tu as parlé des victoires. C'est la Vuelta 2007 dans laquelle il va remporter plusieurs victoires d'étape, mais effectivement, Oui, c'est oui, tout à sa fait. victoire sur la Vuelta Mais 2006. C'est à 2006, Cuenca, il excuse-moi. y a Oui. Thor Hushovd et Eric Zabel qui sont en poursuite derrière lui. Et le mec, il te sort une descente complètement folle. Et il résiste, mais alors qu'il y a 100 mètres de plus, il se fait sauter. Ah, totalement. Mais ouais, les qualités de descendeur, c'est complètement fou. Et puis, il y a une autre grande victoire que je voulais mentionner avant qu'on avance dans le temps. C'est une course qui vient de Téter, hein, mais le championnat de Zurich, qui remporte en 2006. Faut-il le rappeler que c'était une des courses les plus importantes du calendrier. Ça a fait partie quand même pas mal d'années de la Coupe du Monde. Donc, et encore une fois, il avait mis à profit ses qualités de descendeur puncher en descente. Et on le voit d'ailleurs sur cette édition des Jeux Olympiques. Andy Schleck est en train de tout bombarder et puis il te fait une descente où en fait lui il récupère dans la descente limite. C'est tout bonnement exceptionnel et cette victoire ça lui fait passer un cap et c'est là qu'on peut ouvrir tous les deux le prochain chapitre de sa carrière, c'est son prime tout simplement. Hmm. Oui, belle victoire au championnat de Zurich, hein, qui annonce la suite de sa carrière à 26 ans. Mais avant qu'on passe justement à la suite, petite question très rapide comme ça c'est fait. Est-ce que son titre de champion olympique en médaille d'or en 2008, est-ce que pour toi c'est la plus belle victoire de sa carrière?
Oh oui, 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 sans hésiter, c'est par, Voilà. Et juste comme ça, on évacue le sujet, quoi. ouais, par le récit de la course, par les émotions, par la qualité de la victoire, la qualité du plateau, la rareté de cette victoire quand même dans une carrière. Voilà, c'est difficile de faire mieux. Et donc ouvrons le chapitre qui est le plus connu, on va dire, du grand public, parce que c'est la course la plus connue du monde, c'est le Tour de France. Tour de France sur lequel il était coéquipier en 2002 et en 2003, et où il a été deux fois été hors délai. Il retrouve, à partir de 2008, donc justement quelques semaines avant, avant son succès aux Jeux Olympiques, il retrouve les routes du Tour de France avec une ambition tout autre, puisqu'il a changé de statut, on l'a dit, depuis voilà, depuis ses débuts. Donc là, on va le retrouver en pleine possession de ses moyens. Il arrive gentiment à la trentaine, notre ami Samuel Sanchez. On l'a dit, il va être champion olympique quelques semaines plus tard. Il va terminer sixième de ce Tour de France 2008, remporté par Carlos Sastre, le fameux, avec un Tour de France orphelin d'Alberto Contador à cette époque, puisque son équipe n'avait pas été invitée pour des questions d'autorisation, de dopage, de voilà, toutes les affaires. On n'est pas là pour raconter la carrière d'Alberto Contador, on en reparlera une prochaine fois. Mais donc Samuel Sanchez renoue un peu avec le succès sur le Tour de France et confirme tout le bien qu'on pouvait penser de lui sur une course de 3 semaines, puisqu'il termine sixième, donc aux portes du top 5, notre ami Samuel Sanchez. Et donc, il va enchaîner deux Tours de France absolument légendaires dont on va parler avec Matt. Ce sont les Tours de France 2010 et 2011, puisque en 2009, il préfère se concentrer, et il a bien raison, sur la Vuelta dont il termine deuxième. On reviendra justement sur ses résultats sur la Vuelta, puisque ça nous permettra après de parler de la suite et de la fin de sa carrière. Mais ouvrons la page Tour de France, si tu veux bien, Matt. Euh, alors, il y a toujours cette discussion, est-ce que le Tour de France 2010 ou le Tour de France 2011, lequel des deux te marque le plus? Parce que en 2010, le classement général est meilleur, puisqu'il termine podium, et après le déclassement d'Alberto Contador, va même se retrouver deuxième sur tapis vert après Andy Schleck. Et donc c'est un peu le troisième homme du match, du fameux match à Andy Schleck et Alberto Contador de 2010. Et en 2011, il gagne le classement du meilleur grimpeur, donc le classement du maillot à pois. Il gagne cette fameuse 12e étape dont on va parler, et il termine dans le top 10 au classement général. Donc deux Tours de France absolument magnifiques de Samuel Sanchez. Qu'est-ce que tu en retiens? Qu'est-ce que tu veux ressortir? Raconte-nous ça. C'est une belle question que tu me poses parce que j'y réfléchis et c'est difficile parce que c'est pas les mêmes Tours de France. Effectivement, sur le papier 2010, on voit ça en brut, il est deuxième. Et puis j'ai toujours trouvé, tu vois, que sur ce tour-là, c'était le troisième larron le plus fort en fait aussi parce que Il se Denis, battait avec Denis Menchoff, hein, pour le voilà, il se contexte, battait hein. avec Voilà. Denis Menchoff, mais bon, Sanchez nous avait sorti un chrono absolument immonde à Pauillac qui lui avait fait perdre le podium justement. Donc pour moi c'était clairement le troisième gars le plus fort. Oui. En Mais montagne, c'était le troisième meilleur. ouais, en montagne, tout à fait. Mais bon, un grand tour, c'est pas que de la montagne, évidemment. 2011, j'ai plus d'affect, en fait, Alors pour ce raconte-nous un peu ton tour. Tour de France 2011 qui est absolument incroyable. C'est le fameux Tour de France Thomas Voeckler dont Poppy vous a très bien parlé il y a Déjà, quelques jours sur Radio Fringale. donc, et je le rappelle, hein, on avait fait une émission sur les plus grands tours. Voilà, moi, si j'avais participé, il faut le savoir, j'aurais mis ce Tour de France 2011 numéro un pour toutes les choses que ça englobe, pour Thomas Voeckler, pour tout le reste. Ce qui est assez fort avec ce ce Tour de France-là, c'est alors, il y a ce résultat super baisse, mais il commence un petit peu timidement en fait. Il perd du temps sur les premières étapes, donc il se retrouve un peu dans le ventre mou du classement général, mais sans être forcément hyper loin, hein. Il a 5 minutes, 5-6 minutes de mémoire de Thomas Voeckler avant cette étape de l'Uzardiden. Et c'est là où moi je vais finalement te répondre. Je préfère le Tour de France 2011 parce que l'Uzardiden. Ah, Parce que cette victoire à l'Uzardiden, elle est majeure et
hyper importante dans sa carrière, mais aussi pour tout le Pays Basque, parce que Luzardiden, la dernière victoire à ce moment-là, en 2011, elle est à Luzardiden. Elle est à Luzardiden, c'est la victoire de l'AICK, si je ne m'abuse, en 2001. Ça fait 10, ouais, non, en 2003, pardon. Mais la dernière victoire à Luzardiden, elle est pour Euskaltel. Et donc, il y a cet héritage-là. Et ce qui est assez fou, c'est que moi, je me souviens du storytelling de cette étape-là. C'est on a Samuel Sanchez. Cette étape déjà est complètement dingue. Samuel Sanchez part dans un contre, il se retrouve devant avec Ele Van Endert au pied de la dernière ascension, on comprend pas ce qui se passe, c'est du délire. Et il y a ce storytelling. Moi, je me souviendrai toujours de ça. C'est donc chez nos confrères d'Eurosport où il y a ce commentaire-là d'Alexandre Pasteur qui dit ce serait si beau qu'il le fasse pour le Pays Basque, ce serait si beau, c'est comme si c'était écrit. Et tu vois, moi, dans mes yeux d'enfant de 9 ans, je me dis, mais oui, bien sûr que c'est écrit, il va le faire, Samuel Sanchez. Et pourtant, cette ascension, elle est difficile pour Samuel Sanchez. Moi, jusqu'au dernier moment, je suis pas très serein parce que euh, cette échappée-là, pour moi, elle doit aller au bout tous les jours, mais en fait, sur les derniers kilomètres, j'étais, tu sais, un peu comme quand t'es en transe devant ton écran parce que t'es en mode, mais arrêtez de vous regarder, s'il vous plaît, arrêtez, c'est pas possible. Parce qu'on a Jelle Van Endert et Samuel Sanchez qui sont en train de se regarder à partir d'un kilomètre 7, un kilomètre 6, et moi je suis comme un fou parce que derrière il y a Frank Schleck qui est lancé comme un moteur V12 à la poursuite des deux petits loulous. Il est en train de revenir, mais c'est une fusée atomique, c'est-à-dire qu'il fait péter tout le monde derrière en plus, hein, parce il fait péter, bah déjà il fait péter Alberto Contador, il fait péter Thomas Voeckler, voilà, il fait péter Cadel Evans, c'est vrai. Bon, évidemment, Ndishek ne suit pas. Il rattrape Ivan Basso qui dépose comme si c'était un simple cadet. Je rappelle qu'Ivan Il fait pas Basso, péter son frère parce que son frère voilà. il aurait pu Non, il potentiellement aurait suivre, mais pu. c'est juste que Voilà. il défend, il suit le plus gros rival de l'époque, voilà, pour le classement général qui avait suivi, c'est Cadel Evans, Tout puisque à fait. Contador est juste derrière avec Cunego, il me semble. Tout à fait, et il est pas bien d'ailleurs, hein, Contador sur cette ascension-là. Mais ouais, Ouais. du coup, sur ce dernier kilomètre, moi je vois Frank Schleck revenir comme un fou. Je me dis, mais non, Samuel accélère, accélère. Et finalement, je pense que le fait que tu sais, ça se finisse un peu en virage, je pense que c'est un petit peu salvateur parce qu'il y a ce virage à gauche où Samuel Sanchez regarde à gauche et il voit Frank Schleck qui est juste en bas, hein. Il est à quoi? Il est à même pas 40-50 mètres, et c'est là qu'il pose une accélération qui est décisive, et clairement Van Endert, il est complètement il est scotché Cuit. sur le bitume, il est à l'arrêt, et il y a cette victoire, et c'est absolument exceptionnel. Il y a toute cette célébration avec toute l'équipe en orange. Il y a ce maillot mythique de Scatel qui est peut-être mon préféré en 2011-2012. Il est magnifique. Et il y a directement cet appel-là, encore une fois, de Fernando Alonso. Il y a cet appel-là euh, avec sa famille, où tout ça c'est télévisé. Et il y a surtout cette question où il demande où est-ce qu'ils sont les Basques? Où est-ce qu'ils sont? J'ai envie de redescendre, je veux célébrer avec eux. Et juste pour ces éléments-là, voilà, il y a tu vois, ce côté romantique à cette victoire, c'est absolument exceptionnel. Et puis derrière, bah, ça change tout son Tour de France. Ça change tout son Tour de France parce que il se replace et puis bah, on va le voir. En fait, s'il perd pas du temps, jamais de la vie, il est cinquième sur ce Tour de France là parce qu'il finit très 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 bien. Il est toujours très très bien placé parce que moi j'y crois. Dans l'ascension du plateau de Bay 2 jours plus tard, je vois qu'il y a un nouveau duel qui se profile avec Van Enders. Je me dis oh là là, mais il va refaire le coup. Bon, cette fois-ci, non. Malheureusement, Van Endert, c'était quand même un client, mais tu vois, ce tour de Samuel Sanchez, tu vois, comptablement, en fait, quand tu regardes dans le fond, et je pense que, avec le récit que j'en donne, c'est quand même quelque chose, parce que, en fait, à chaque fois, il joue la gagne, et en fait, il passe à une performance surréaliste de quelques coureurs de faire des plus gros résultats.
moi, j'aimerais te lancer sur quelque chose. Est-ce que tu te souviens de son... Parce qu'on parle souvent de l'ascension de Pierre Roland sur la plaque de l'Alpe d'Huez en 2011. Mais est-ce que tu te souviens de celle de Samuel Sanchez? Parce Oui, que... parce que Samuel Sanchez ne fait pas une très belle étape du Galibier la veille. Ouais, Il est pas avec Frank Schleck, il est pas avec Evans. Ce mais il perd groupe-là, il beaucoup est de un temps. peu plus. Ouais, ouais, ouais. Il cale, donc il perd beaucoup de temps. Par contre, le lendemain, il réagit très bien et comme Contador d'ailleurs, il fait une grosse étape de l'Alpe d'Huez et il fait une très belle ascension qui le replace une nouvelle fois au classement général. La fameuse étape dans laquelle Thomas Voeckler perd un peu pied, quoi. Tout à fait, mais moi cette étape-là, elle était folle parce que t'as Pierre Roland évidemment qui arrive sur la plaque, qui déglingue les deux petits Déglingue Espagnols Contador. déjà. Mais en fait derrière, c'est ça moi à l'époque ça m'avait fait à moitié sourire et à moitié mal parce que derrière Samuel Sanchez aussi il en remet une couche. Donc il achève le pauvre Contador quand même hein, sur le sommet donc c'est Il quand même sort du Giro complètement quand même, fou. hein. Oui, qui sort du Giro, donc évidemment, On en reparlera. voilà. Mais Samuel Sanchez, ce Tour 2011, et puis il y a ce maillot de meilleur grimpeur, et moi c'est un biais nostalgique, c'est cet ancien maillot de meilleur grimpeur, avec l'ancien design. Je fais un appel, je fais un appel du Pitié. cœur, Ah, s'il vous plaît, remettez l'ancien design. Et puis, si je me souviens bien, c'est le premier maillot de meilleur grimpeur où il y a ce nouveau barème qui récompense enfin vraiment les meilleurs grimpeurs après ce qu'on a appelé l'épisode Anthony Charteau en 2010, si je me souviens bien. Charteau maillot à poids, Donc, ça va. ouais, et puis il va chercher le maillot de meilleur grimpeur avec la poigne quand même, Samuel Sanchez, hein, parce que il finit C'est pas la derrière. dernière étape? Ouais, c'est ça, il le prend la dernière étape parce que avec ce chrono, je crois je sais plus s'il y avait des points à Grenoble de mémoire, mais je crois qu'il l'était déjà sur le chrono de Grenoble. Il le prend à l'Alpe d'Huez, Alpe d'Huez, je crois, et il finit quand même tout juste devant Andy Schleck, hein. Il finit pas deuxième, il a pas ce maillot de meilleur grimpeur. Et pour moi, il y a rien de plus beau que finalement que ce Tour de France là où il a quand même un top 5 à pas dévaloriser vu le plateau. Il a cette victoire d'étape hyper symbolique pour le Pays Basque. C'est qu'on oublie beaucoup dans ce Tour de France, Samuel C'est quand Sanchez. même. Ouais, mais en fait, c'est un peu comme j'ai l'impression Non, mais c'est dingue l'ensemble parce de que sa carrière. On l'oublie souvent alors qu'il était toujours parmi les meilleurs du monde, hein. on y pense. Moi, quand on me dit Samuel Sanchez, je pense tout de suite au Tour de France 2010, mais c'est vrai qu'avec le recul, le Tour de France 2011, où il y a beaucoup de succès, voilà, une belle place au général, une victoire d'étape, sa seule victoire d'étape en solitaire sur le Tour de France, puisqu'il va également remporter en équipe le contre-la-montre par équipe du Tour de France 2015. Et donc, et en plus, un classement de la montagne, et puis il est bien passé au général, c'est peut-être son plus beau Tour de France, et pourtant il est totalement oublié, parce qu'au milieu des attaques de Contador improbables, du raid d'Andy Schleck, de la performance de son frère également, Frank Schleck qui est bien placé, de Cadel Evans très solide, de l'épopée Thomas Voeckler, de la victoire de Pierre Roland et j'en passe et compagnie, c'est vrai qu'on oublie un peu Samuel Sanchez au milieu de tout ça. C'est un peu un des arbres au milieu de la forêt et finalement on le voit pas tellement. Et c'est dommage parce qu'il mérite pas moins que les autres d'être cité sur le succès de ce Tour de France 2011 dans les acteurs principaux, Samuel Sanchez. Ouais, tout à fait, mais je pense parce qu'il est moins sur les photos de famille, si je puis dire. Alors tu vois, sur le Tour de France 2010, comme il est toujours le troisième larron avec Menchov, il est toujours plus ou moins derrière Alberto Mais en Contador arrière-plan. et Andy Schleck. Ouais, mais il est en arrière-plan, mais tu vois, du coup, on pense à lui, on le voit. Alors que sur ce Tour de France 2011 là, il est un petit peu plus en fait, les résultats sont plus marquants, mais il est quand même majoritairement plus en retrait. Donc on le voit moins. Et puis en fait, il y a tellement d'émotions, tellement de choses qui se passent sur ce Tour de France là. C'est tout bonnement exceptionnel. Mais ouais, moi la performance du maillot de meilleur grimpeur, c'est peut-être même majeur, tu vois, à son top 5 du général, parce que un gars de Skaltel qui est meilleur grimpeur, c'est toujours quelque chose C'est incroyable. dans mon cœur. Parce que c'est limite si c'est naturel, tu vois, ça va de pair, ça va de soi. Un gars qui est de Skaltel qui est meilleur grimpeur, évidemment que c'est destiné, ça va ensemble. Donc, mais ouais, c'est possiblement
son meilleur grand tour. Ça se tape avec un autre dont peut-être on reparlera. Mais ouais, Dont on va parler maintenant, justement, Mathieu, ouais, puisque tu on as va évidemment parler. parlé de la Vuelta, et j'imagine que tu vas nous parler de la Vuelta 2007. Ouais, Volta 2007. Volta 2007 où, pour moi, c'est dommage qu'il y a un Denis Menchov qui est 3 planètes au-dessus parce que, mais qu'est-ce qu'il est fort en deuxième et troisième semaine. Et pourtant, ça commence une nouvelle fois pas très bien en fait pour Samuel Sanchez. Et là, tu vois, c'est marrant parce que cette Volta, c'est une des premières cassettes que je regardais. Parce que ce qui était, il y avait, je sais plus c'était quoi, je crois que c'était la TVE en Espagne qui faisait un petit peu comme tu sais France TV, des grosses cassettes où en fait tu avais toutes les étapes compilées. Oui, Et t'avais plus voilà, de 200 minutes de, c'est ouais. ça. Et c'était et moi en fait, je me souviens, c'est un des trucs que j'ai redécouvert quand j'étais un petit peu plus âgé, donc vers 2013-2014, parce que moi j'ai toujours été féru un petit peu de ça, de fouiller d'histoire. Et évidemment, moi j'aimais Est-ce que tu déjà te souviens, énormément est-ce Samuel que tu te Sanchez. souviens de ce bon, est-ce que tu te souviens de ce bon Andreas Clear? Ah oui, bah il y a eu des mecs sur cette Vuelta, évidemment. On pourra en reparler du top 10 après, hein. Mais alors niveau chaudière, Saunier Duval a du mal à se faire en tout cas. Mais ouais, alors pour revenir sur cette Vuelta, moi je me souviens parce que Vas-y. je vais te raconter en fait mon premier visionnage de cette cassette-là. C'est donc je suis au collège et on est dans la nuit et je commence à regarder la première semaine. Je vais pas mâcher mes mots. Je me fais chier avec Samuel Sanchez. Je me dis, mais il est où? Il est où, mon Samuel? Je comprends pas, là. Je comprends pas. Et puis, en Il est à fait, la là, rue complète, hein. ouais, il est pas là. Et puis, en fait, alors si, il revient un petit peu parce qu'il il y a un chrono en faux plat descendant, mais avec de la descente, ou je sais pas d'où, mais il sort quand même une performance assez La notable. Saragosse, Il, remportée par Bert Grapsch. oui, voilà, des coureurs qu'on embrasse une nouvelle fois. Et puis là, en fait, il revient véritablement dans le jeu. Et puis, bah, il y a ce tournant de de la 15e étape, où alors là, mais le numéro qu'il fait vers Grenade dans une étape marathon hein, pour la Vuelta, où bah, il est pas forcément dans les. Tu sais, il est dans le groupe, en fait, dans ce fameux Alto de Monachil, euh, qui est quand même hyper difficile. Il n'est pas dans les meilleurs, mais il est là. Et il y a cette descente où il sort une attaque. Et moi, je regarde En ça. descente. Il sort une attaque en descente sur la plaque. Et il n'y a personne qui peut le suivre. Personne. Personne de chez personne. Il y a, le pauvre Manuel Beltran qui est devant, qui se dit, mais enfin, je vais remporter, enfin à nouveau, ça va être ma rédemption après toutes mes belles années, je vais à nouveau remporter quelque chose de grandiose. Mais que nenni, Beltran, il voit une fusée atomique lui revenir dessus, et puis là, Samuel Sanchez te sort tout simplement une masterclass où il joue avec lui. Clairement, il se met dans sa roue, un peu il passe devant et ce qui est assez marrant c'est que Samuel Sanchez le pilonne au sprint, il lui met une vitesse, c'est assez phénoménal quand même. Et pourtant Manuel Beltran pour les plus jeunes encore que moi, c'était pas n'importe qui quand même hein. On parle d'un gros coureur du début des années 2000. Et puis après, bah, il nous sort masterclass sur masterclass, hein, En le troisième petit semaine, c'est le Samuel. meilleur coureur de la Vuelta. C'est absolument exceptionnel comment il revient. Alors, moi, sa plus belle victoire, c'est pas le chrono, tu vois, c'est cette ascension vers Abantos, L'Alto de Abantos. où là, mais c'est-à-dire qu'il fait une leçon de cyclisme à Carlos Sastre et Denis Menchov, c'est quand même absolument exceptionnel. Faut-il le rappeler que Denis Menchov, faut dire qu'il est, malgré tout, dans ces années-là, c'est peut-être top 5 des meilleurs coureurs de grand tour de la planète.
Et puis Carlos Sastre, bah, il est un peu à la maison quand même, hein, là, sur ces étapes-là. Et il te sort une ascension où c'est absolument exceptionnel. En plus, c'est une étape qui est très intéressante à suivre parce que je sais pas si tu t'en rappelles, mais ça attaque de partout, hein. Il y a des attaques de partout, ça attaque n'importe comment. Il y a pas de jeu d'équipe, ça met des patates Tout de à l'os, partout. Et ça met surtout des patates parce que l'un des à la mecs cuisse. qui pète clairement, c'est Cadel Evans sur cette étape-là alors, il nous fait une craquante. C'est quand même du solide, hein, ce qui nous fait le Cadel. Et donc là, ça attaque de partout. Et puis il est tout simplement trop fort. Il est facile. Il y a Dani Moreno qui tente de l'accompagner, mais en fait, on comprend bien qu'à aucun moment il pourra gagner. Denis Menchov, pareil, il nous fait une leçon de, de, de comment gagner une étape au sommet. C'est tout simplement exceptionnel. Et puis bah le lendemain, rebolote, hein, il nous sort un chrono, mais enfin, il faut situer quand même, hein, on est en 20e étape et il met Il une, il gagne met, un chrono de grand tour, c'est il met une incroyable. pipette à Denis Menchov qui, pareil, hein, c'était un des meilleurs rouleurs. Un En bon tout cas, rouleur, hein, Demis ouais, Menchov. pas le meilleur, mais c'était un très très bon rouleur quand même. Enfin, d'ailleurs, Denis Menchov lui fera la leçon sur les Tours de France dont on a déjà parlé précédemment. Donc ouais, on est quand même sur quelque chose. Et il finit troisième de cette Vuelta-là. Et moi, je sais que sur ce visionnage-là, quand la cassette s'arrête, je suis dégoûté en fait. Alors oui, il a gagné 3 victoires, mais je suis dégoûté parce que je me dis, mais il devait le gagner. En fait, il devait la gagner cette Volta. Il devait la gagner. Ça passe à un Denis Menchov près en fait. Alors évidemment, Exactement. Carlos Sastre finit devant lui. Ça finit à une première semaine près. Et en fait, c'est quelque chose qui va devenir récurrent avec Samuel Sanchez. Plus les visionnages se sont faits derrière cette cassette-là, c'est qu'il avait un problème avec la première semaine des grands tours quand même, hein. Et ça, je trouve que ça lui a Ah bah coûté oui. des plus beaux résultats. Moi, il y a une autre Vuelta qui me frustre. Alors, Valverde est intouchable, hein, sur la Vuelta 2009, mais Samuel, Il est pas loin, hein. c'est pareil, Il est pas loin, hein. il est pas loin. Et en fait, je me dis, est-ce qu'il pouvait faire mieux? En fait, je trouve qu'il avait trop marqué Cadel Evans sur cette Vuelta-là. En fait, il essaie trop de faire le marquage entre Cadel Evans et Alejandro Valverde. Et je trouve que ça lui a trop coûté. Ça lui a trop coûté. Et c'est dommage parce que il passe clairement pas loin. Et puis, en plus, encore une fois, sur cette Vuelta à la 2009, il te sort un chrono absolument atomique. Il finit à 5 secondes de David Millar quand même. C'est David Millar quand même. Enfin, on parle d'un copain sur les chronos. Là, par contre, on est sur un des meilleurs rouleurs des années 2000. Alors clairement, et puisque tu parles on a parlé des grands tours, puisque tu parles des contre-la-montre, je vais t'en sortir un beau de contre-la-montre et tu me vois venir, puisque c'est la consécration de la carrière de Samuel Sanchez. C'est bien évidemment, puisque ça se joue sur un contre-la-montre absolument incroyable, quand je vais vous dire qui y bat, je trouve absolument exceptionnel. C'est le Tour du Pays Basque 2012, Ah, où ok, un oui. coureur de Euskaltel va Vraiment. remporter le Tour des Pays Basques 2012. Et pour un coureur de Euskaltel, remporter un Tour du Pays Basque sur le dernier chrono lors de la 6e étape, c'est assez exceptionnel, puisque je vous redonne le contexte, et après comme ça Mathieu pourra nous raconter ce qui se passe en détail. Et en gros, durant ce Tour du Pays Basque, Samuel Sanchez est à la lutte avec plusieurs coureurs, dont notamment Purito, Joaquim Rodriguez, qui domine des étapes notamment vallonnées de ce Tour du Pays Basque, puisqu'il remporte la 4e et la 5e étape, et donc il est en tête au niveau du classement général avant ce dernier contre-la-montre. Et Mathieu, qu'est-ce qu'il va faire Samuel Sanchez sur ce dernier contre-la-montre? Euh, Absolument, absolument incroyable. Samuel Sanchez qui avait déjà au préalable remporté la 3e étape, l'étape de montagne au sanctuaire d'Araté, et où il avait pris le pouvoir au niveau du classement général de ce Tour du Pays Basque. Et donc ouais, il est à quelques. Alors je vais vous redonner exactement ça parce que comme ça Mathieu pourra en parler.
il va faire un exploit sur ce dernier contre-la-montre, puisque au départ, avant de cette épreuve, il a une dizaine de secondes de retard de Joaquim Rodriguez et il y a également du Bokeh Mollema dans le coin qui est très dangereux hein, au niveau du classement général. On a une belle start list hein, puisque on retrouve dans le top 10 de ce Tour du Pays Basque, on retrouve des Jean-Christophe Perrault hein, qu'on connaît bien en France. On a dit Bokeh Mollema, Damiano Cunego, des Christopher Horner, des Mickey Scarponi, des Simon Spilak, voire même des Tony Martin. Et alors que Tony Martin est là sur un contre-la-montre, qu'est-ce qu'il va nous faire Samuel Sanchez, Mathieu? Et bah, il va tout simplement nous sortir une performance atomique en remportant ce contre-la-montre à Ognate. Et c'est assez dingue en fait parce que encore une fois, il y a un storytelling qui est hyper. Là, pour le coup, on est plus sur du mélodramatique autour du Tour de Pays Basque, parce qu'on est en 2012 et il y a la Fundación Euskadi qui sort un communiqué qui dit ouais, là, ça devient très compliqué financièrement, l'équipe est pas loin de s'arrêter. Et en fait, à ce moment-là, en 2012, bah, c'est possiblement déjà la dernière année d'Euskaltel Euskadi. Donc en fait, ce Tour du Pays Basque là, quand Samuel Sanchez le court et en particulier sa dernière étape, c'est Mhm. peut-être la dernière étape de l'histoire de l'équipe Euskaltel sur le Tour du Pays Basque. Et il te sort une performance. Moi, je sais que là, pour le coup, ça, je m'en souviens, je le regardais en direct, cette étape-là, je l'avais regardé en direct, commenté en basque. C'est toujours quelque chose à le faire parce qu'on a les commentateurs qui perdent leur voix, c'est du pur délire. Euh, en fait, la performance, c'est là pour le coup, tu vois, on parle souvent des Jeux Olympiques. On va dire par rapport aux Jeux Olympiques et au Tour de France, c'est un tout petit peu moindre niveau, mais en termes de performance pure, c'est extraordinaire ce qu'il nous sort. Il te sort un chrono qui est quand même hyper difficile. Hein. Il est vraiment difficile le parcours, comme souvent on a sur le Tour du Pays Basque. Et Ouais. il explose tout le monde. Il explose tout le monde. Il repousse Mollema, il repousse Tony Martin. Je sais pas si on se rend compte. Tony Martin. Il t'explose Joaquim Rodriguez qui peut absolument rien faire. Alors on sait que Joaquim Rodriguez c'est pas le meilleur rouleur du monde, mais c'était un Il fait un bon contre-la-montre contre-la-montre, hein, difficile. bizarrement. Hein. Il C'est fait un bon contre-la-montre, Rodriguez. ah Il se ouais, bat bien. Hein. et c'est absolument. Ils se battent tous, mais c'est exceptionnel parce que Sanchez reprend le général pour une poignée de secondes, 12 de mémoire, je me suis noté, et puis il remporte le Tour du Pays Basque. Un coureur de Skaltel remporte le Tour du Pays Basque. Et puis bah, les célébrations derrière, elles sont complètement folles. Moi, je me souviens, Samuel Sanchez, il est invité à faire derrière le coup d'envoi. Alors pour sûr, je me souviens, il fait le coup d'envoi d'un match de l'Athletic Bilbao, donc à San Mamés. Et si je me rappelle pas très bien, mais je crois que de mémoire, il fait aussi celui de la Real Sociedad. Donc on sent que le coureur là à ce moment-là, il est adulé. C'est une légende vivante. Un coureur basque d'adoption qui remporte pour Euskaltel quand on sait le contexte à ce moment-là de l'équipe, Ouais. c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, à partir de ce moment-là où j'ai regardé le Tour du Pays Basque, où tous les commentateurs disaient tout le temps Itzulia, 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 et vous le retrouvez d'ailleurs souvent dans mes articles, à partir de ce moment-là, en 2012, je n'ai plus jamais dit le Tour du Pays Basque. Ça a toujours été Itzulia. Toujours, toujours, toujours. Et ça, je trouvais ça, tu vois, encore une fois, ça me montre l'affection un peu bête, un peu gaga qu'on peut avoir quand on est jeune et qui te marque à jamais en fait avec un coureur. Et ce qui est assez fou, je pense que à ce moment-là, je le sais pas du tout, mais c'est 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 la dernière grande victoire de Samuel Sanchez au final, parce que derrière il a encore quelques beaux succès, mais en fait à ce moment-là, moi je sais pas du tout que c'est la fin déjà d'un de mes coureurs favoris. Non, non, c'est le couronnement de sa carrière, puisqu'effectivement, malheureusement, l'année suivante,
à la fin d'année saison 2013, le sponsor Euskaltel-Euskadi, historique de cette équipe basque, va s'arrêter, alors que Samuel Sanchez est encore un coureur très solide, hein, dans le top 10 de la Vuelta, dans le top 10 du Critérium du Dauphiné, dont il remporte notamment la 7e étape. Et là, il est un peu en fin de carrière, il arrive gentiment à 33, 34, 35 ans, voire même un peu plus, l'ami Samuel Sanchez. Et il va signer au sein pour terminer sa carrière, les dernières saisons, au sein de l'Armada de l'époque BMC, donc avec également des jeunes qui sont en train de monter, les TJ Van Garderen, les Greg Van Avermaet et compagnie, mais des coureurs déjà bien établis, un peu en fin de carrière, comme Cadel Evans notamment. Et donc Samuel Sanchez rejoint cette équipe BMC qui va lui permettre de remporter des contre-la-montre par équipe, puisqu'on sait que l'Armada BMC était très forte dans les contre-la-montre par équipe à l'époque, dans ce milieu des années 2010. Et là, une fin de carrière dans laquelle Samuel Sanchez va continuer à être un coureur très solide, mais par contre moins de gros succès. Il va plutôt se mettre au service du collectif, transmettre, remporter des contre-la-montre par équipe, mais plus grand-chose à se mettre au niveau à titre individuel. Et malheureusement, il termine sa carrière au milieu de la saison 2017, puisque le 17 août 2017, il est contrôlé positif. Enfin, le contrôle date du 9 août, mais lui, il est annoncé la semaine suivante, donc le 17. Il est annoncé contrôlé positif à une hormone de croissance, et donc après la confirmation d'échantillons en octobre, il est licencié par son équipe, et Samuel Sanchez, qui approche du coup bientôt des 40 ans, à 38 ans, prend sa retraite. Euh, Pas grand-chose à dire malheureusement de sa période BMC pour Samuel Sanchez. Et quelque part, pas forcément la fin de carrière qu'il aurait aimé. Je pense qu'évidemment, il aurait aimé terminer sa carrière avec Euskaltel si le sponsor avait prolongé une ou deux saisons de plus, quoi. Ouais, tout à fait. Moi, je sais que ça m'a fait mal ces années-là. Et ça commence à partir de 2013 où il y a l'arrêt de Skaltel, alors que, en fait, l'équipe est à deux doigts d'être rachetée avec Fernando Alonso, du coup, et d'autres sportifs espagnols. Moi, j'y crois vraiment à ce moment-là. Puis, du jour au lendemain, on m'enlève, en fait, mon équipe favorite. Et puis, Samuel Sanchez, on peut le rappeler, il arrive à la BMC dans un contexte absolument ubuesque. Parce que quand la saison 2014 commence, il n'a pas de contrat, il n'a pas d'équipe. C'est quand même complètement fou. On parle d'un coureur qui, en 2013, vient de remporter une étape sur le Critérium du Dauphiné. Et il n'a pas de, il a pas de contrat. Et moi, ces années BMC, j'ai pas grand-chose à redire, à retenir. Il est équipier. Alors, il est un très bon équipier et je trouve qu'il a vraiment. Alors, c'est dommage que derrière ça n'aurait jamais, ça aura fait pchit. Mais c'est un très bon équipier, TJ Van Garderen, dans ses jeunes années. Je trouve que même TJ Van Garderen, il était épaulé par Samuel Sanchez et Cadel Evans pour apprendre sur les grands tours. Il y a pire quand même. Mhm. Et en fait, mon seul grand souvenir de Samuel Sanchez, c'est cette dernière victoire un peu en farewell tour sur le Tour du Pays Basque. Où là, il te sort une dernière année quand même qui est au niveau. Il fait une bonne campagne d'Ardennaise aussi. Et puis, Oui. ouais, moi, le contrôle positif en 2017, waouh. Alors celui-là, je le prends très très mal parce que, en fait, tu sais, ça m'a fait une déchirure dans le cœur à ce moment-là où j'avais déjà une fracture avec mon coureur d'enfance, Alberto Contador, et là, j'ai mon deuxième coureur, Samuel Sanchez, qui est contrôlé positif. Je me dis, waouh, j'ai critiqué la génération de mes parents enfin, d'aimer des coureurs qui étaient dopés, mais bon, je suis pas mieux. Bon, l'histoire racontera que des années après, il y a une histoire enfin, de T'as dosage dit que c'était pas intentionnel. involontaire, etc., et que l'échantillon effectivement le prouvait. Bon, dans l'état, malheureusement, c'est pareil en fait. Tu vois, Samuel Sanchez, en fait, cette fin de carrière, elle est très brutale. D'abord, il y a cet arrêt de Skaltel hyper brutal. Et puis, en fait, cette fin de carrière, où du jour au lendemain, au mois d'août, enfin, moi, je suis en vacances à ce moment-là. On t'enlève tes deux coureurs favoris coup sur coup, quoi. Ouais, c'est ça, en 2017. En plus, je perds les deux d'un coup. Donc, il y a Contador qui annonce que vraiment la Vuelta, après, c'est ciao, merci, au revoir. Et là, je me réveille un matin
en vacances, je vois Samuel Sanchez contrôler positif. Je me dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? En plus, à ce moment-là, moi, voilà, en plus, ça m'a fait une vraie fracture avec le cyclisme, hein, parce que, comme Titien, j'ai haï les Tours de France de cette époque-là. Autant te dire que c'était compliqué. Tu perds tes coureurs favoris. Le cyclisme, en ce moment-là, Difficile c'était cette époque pour pas. le cyclisme Ouais, professionnel. c'était pas tip top. Donc, on va dire que maintenant, je me suis réconcilié avec lui parce il a une magnifique après-carrière où il développe beaucoup de juniors. Et d'ailleurs, j'ai une très belle anecdote. C'est que c'est lui qui a repéré le fils de Benjamin Noval, qui évidemment s'appelle Benjamin Noval. Ça va nous aider pour pour les années à venir. Ça va être Mais bien voilà. ça. Mais en tout cas, voilà. Et en tout cas, c'est fou parce que il a un arc. En fait, c'était l'impression il a toujours un arc de rédemption, ce coureur-là. Et voilà, pour ceux qui s'intéresseraient à son actualité, bah, il est très impliqué auprès de l'équipe Euskaltel et Euskadi et il fait beaucoup de repérage de coureurs basques, navarrais, des Asturies. Et donc c'est quand même fou, mais tu vois, ce sentiment tu vois, cette fin de carrière, c'est pas qu'elle m'a été volée, mais ça a été trop brutal pour rien. Puis en plus, la BMC, c'était pas une équipe que j'affectionnais particulièrement, donc sa signature, ça m'aura Vous jamais avez un emballé. maillot cool. Ouais, ils avaient un maillot cool, des vélos très cool aussi, Ouais. mais tu Parmi les vois, ça meilleurs du monde à m'aura, l'époque. ouais, tout à fait. Mais ça m'aura jamais emballé parce que, en fait, pour moi, Samuel Sanchez, du coup, a posteriori, ça n'aura pas été le gars d'une seule équipe. Et c'est ça qui me fait mal. C'est que malheureusement, il a fait deux équipes par la force des choses. Exactement. Matt, pour terminer cette émission, parce que mine de rien, le temps avance, pour terminer cette émission qui est l'une des plus longues hein, au niveau des fringues à cœur, je vais te poser trois questions très rapides, et comme ça pour conclure, et puis tu réponds rapidement comme tu le sais. Alors, on parlait justement de sa belle victoire sur le Tour de France à Luzardiden. Est-ce que tu sais sur le Tour de France quel est le dernier vainqueur en date à Luzardiden? Je pourrais même pas te le dire, tu vois. Alors là, tu me poses une belle cote. Pour une fois, quoique, j'ai peut-être essayé sur le Tour de France, hein, tu m'as dit. Tour de France à Luzardiden, le dernier vainqueur en date, donc qui a Euh, succédé à Samuel Sanchez. Ah bah je suis bête, c'est Pogacar. C'est Oui, c'est Pogacar. Tadej, voilà, C'est c'était ça que c'est un peu le trivia. C'est c'est ça. qu'effectivement, c'est Tadej Pogacar en 2021, Oui, tout à fait. devant Ouais, ouais, Vingegaard et Carapaz. j'avais un petit doute. Donc, pour revenir à Samuel Sanchez, vu qu'on parlait de ça, quel est pour toi le plus grand regret que tu as voilà, sur la carrière, on a dit avec des hauts et des bas de Samuel Sanchez, avec quelques coups d'éclat incroyables, mais aussi et voilà, certaines déceptions. Quelle est pour toi la chose que tu changerais, donc le plus gros regret sur la carrière de ce coureur? Je lui ferai gagner un Tour de Lombardie. On n'en a pas parlé dans cette émission-là, mais 3 fois second du Tour de Lombardie. Aïe. Celle-là, elle passe pas très Fais bien. très attention auquel Tour de Lombardie tu lui fais gagner. Hein. Tu vois, je sais pas s'il y en a un que je détache. T'as pas intérêt à dire 2012, hein, je te le dis tout de suite. Ah non, 2012 certainement pas. 2012, ça j'y touche pas, mais ouais, c'est compliqué. Peut-être. Bon, allez, si je dois vraiment faire un choix, je vais peut-être dire 2009. 2009 parce que Où il perd au il est sprint contre pas, Philippe Gilbert. ouais, il est pas loin. Et puis en fait, c'est juste parce que Philippe Gilbert est absolument intouchable. Ah, il fait une fin de saison en 2009, il gagne tout. Il gagne tout simplement. Et il est pas loin. 2006, c'est un petit peu plus loin. 2012, j'y touche jamais de la vie. Ça, c'est hors de question parce que c'est un autre coureur que j'adore qui le remporte. Donc, non, 2009, ouais. C'est vrai que à part le championnat de Zurich et les Jeux Olympiques, il lui manque peut-être, c'est vrai, cette grande classique, donc soit un Liège-Bastogne-Liège, une Flèche Wallonne ou un Tour de Lombardie, qui étaient des courses sur lesquelles il avait le bon profil pour gagner. C'est vrai que ça, peut-être, c'est la chose qui manque à son palmarès, parce que c'est vrai que le reste, on a des podiums en grand tour, on a des victoires d'étape, on a des courses d'une semaine comme le Tour du Pays-Bas. C'est vrai que là, de ce côté-là, il est plutôt bien fourni. Ouais, c'est ça. Et tu vois, je pense que peut-être les gens, en nous écoutant, auraient attendu que je réponde une victoire, enfin, un classement général du Tour d'Espagne.
Mais non. Non, 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 vraiment le Tour de Une grande Lombardie, je trouve classique. que ça aurait été, ouais, une grande classique, ça aurait été majeur. Et puis dernière question, voilà, pour terminer cette émission magnifique, on a pu redécouvrir la carrière de ce beau coureur qu'est Samuel Sanchez. Quel est pour toi, qu'est-ce qui fait que Samuel Sanchez, quel est l'élément peut-être dans sa personnalité, dans son style de coureur, je sais pas, dans la façon dont il a amené sa carrière, dans ses coups d'éclat, qu'est-ce qui fait pour toi que ça fait partie de tes coups de cœur personnels de ta carrière, après tout ce qu'on a mis, s'il y a un élément à retenir pour lequel, oui, oui, ça restera à vie, un de tes coups de cœur cyclistes. Coureur de Skaltel, basque d'adoption, coureur panache au possible, grimpeur d'exception, qui comptait sur ses équipiers, mais surtout sur lui-même. C'était pas un gars qui se reposait sur les autres. Touche à tout, calculateur dans la tête, mais qui calculait pas ses coups de pédale. Coureur espagnol, donc voilà, moi j'ai un affect avec eux. Je pense que tu vois tous ces éléments-là bien mélangés. Et le fait que tu vois, c'était tu sais, c'est un peu le petit, tu vois, le petit poussé. Moi, j'ai toujours préféré les David que les Goliath. Donc ça, tous ces éléments-là mélangés, bah, ça fait une bonne soupe. Et c'est pour ça que ça restera un de mes coureurs préférés de tous les temps. Et c'est pas prêt de changer. Question bonus pour terminer, j'y pense maintenant, c'est un peu la question. Est-ce que, à ton avis, et c'est vraiment subjectif, est-ce que dans cette génération espagnole dont on a parlé justement tout au long de cette vidéo et tout au long et quand on a notamment évoqué les championnats olympiques 2008, et dans cette génération incroyable des punchers grimpeurs espagnols, est-ce que c'est pas le plus sous-estimé, le moins bien coté au milieu des Purito, des Valverde, des Contador, etc. Est-ce que c'est pas justement le plus sous-estimé, le plus discret de cette génération parmi les champions, ceux qui ont percé et qui ont gagné au plus haut niveau? Sous-estimé, oui, mais après, il reste tu vois, il reste en retrait des Contador, des Purito, des Valverde, et nous, on peut faire le récit qu'on veut de ces carrières-là. Il Ah, il est a, moins fort que les trois, ça c'est voilà, sûr. il est moins fort que les trois. Je pense que oui, effectivement, il est très sous-estimé parce que les trois sont clairement au-dessus, mais malgré tout, je le trouve à sa place par rapport aux trois. Tu vois, je fais un petit peu un mix. Je fais un peu une réponse de Normand finalement. Eh ben, ce sera notre dernier mot justement sur Samuel Sanchez, coureur emblématique de l'équipe Euskaltel-Euskadi et de ces années 2000 et 2010. Merci Mathieu d'avoir participé à cet épisode de Fringal Cœur. Merci de l'avoir écouté, chers amis. J'espère que ça vous aura donné envie d'aller découvrir ce coureur ou redécouvrir pour ceux qui ne l'auraient pas vu sa carrière entre les Ardennaises, le Tour du Pays Basque, les Tours de France, les Tours d'Espagne, les championnats olympiques, les Tours de Lombardie et j'en passe. On avait la chance de pouvoir l'observer sur plein de courses. Merci de commenter et ben Mathieu, merci d'avoir participé. Bah merci à toi Nico, ça m'a fait plaisir. On a bien pipeloté dans cette émission. Exactement, et on se retrouve dans quelques jours pour un nouveau coureur, un nouveau profil, et dans quelques jours, on parlera, et je sais que ça tient à certaines personnes à cœur dans cette émission, et de Mathieu, je peux déjà te le dire, le 15 décembre prochain, on parlera de Thomas de Rent. Merci à tous d'avoir suivi cette émission, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission Fringal Cœur sur Radio Fringal. Salut à tous. Allez, ciao ciao tout le monde.